vous proposons le choix du journal Afrique. La rédaction a fait le choix de s'intéresser aux liaisons parfois dangereuses entre la politique et le football. Vous avez pu le voir il y a quelques jours, la contre-performance très commentée du Gabon a suscité une vive réaction des autorités gabonaises, avec notamment la dissolution du staff ou la suspension de certains joueurs. Alors une nouvelle fois, on assiste à ce que certains considèrent être de l'ingérence dans le football africain, ce qui est formellement interdit par les règles de la FIFA. Et vous allez le voir, ce n'est pas la première fois que des choses pareilles se produisent. Les détails avec Antoine Delpierre. Le Gabon a-t-il encore une équipe nationale? Non, tout du moins d'après le gouvernement. Le parcours des Panthères, 3 défaites en 3 matchs et une élimination au premier tour de la CAN 2025 a été visiblement mal vécu au plus haut sommet de l'État. À tel point que les autorités politiques du pays ont décidé de sanctionner l'équipe technique et les joueurs. Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Une intervention directe du gouvernement gabonais qui rappelle combien le sort des sélections nationales peuvent contrarier les plus hautes sphères du pouvoir et devenir un enjeu politique. 1974, Allemagne, celle de l'Ouest, la RFA. Cette année-là, le Zaïre de Joseph Désiré Mobutu est la première nation d'Afrique subsaharienne à participer à un mondial. Pour celui qui a pris le pouvoir près de 10 ans plus tôt, après un coup d'État, l'histoire qu'il entend écrire commence bien. Les Léopards sont alors champions d'Afrique pour la 2e fois et il s'en sert de vitrine pour afficher sa réussite. Pour le dictateur Mobutu, d'avoir ces léopards au mondial, pour lui, c'est l'extase totale. Enfin, il va pouvoir montrer à son peuple asservi qu'il est un grand dirigeant parce qu'il a une très belle équipe. Problème, à l'époque, les joueurs qui ne touchent pas de salaire fixe sont révoltés. Une fois de plus, les primes qui leur étaient promises ne leur sont pas versées. Les léopards vont décider de faire la grève du jeu. Le gardien va faire la grève des arrêts. Et ils vont jouer le plus lentement possible. Ce qui fait qu'ils vont prendre l'une des plus belles tôles de l'histoire du mondial, avec un beau 9-0 contre la Yougoslavie. Lorsqu'ils vont rentrer au pays, ils seront victimes d'une répression redoutable de la part de Mobutu et de ses sbires. Si bien qu'il y a Molomba qui finira, après avoir échappé à un meurtre et avoir perdu son fils tué par les hommes de Mobutu, qui finira par s'exiler en Afrique du Sud comme un SDF, mais au moins il aura sauvé sa peau. En 2000, le retour au pays ne sera pas moins traumatisant pour les éléphants ivoiriens, éliminés dès le premier tour de la CAN. À ceux qui ont osé le décevoir, Robert Guéhi, le putschiste au pouvoir depuis son coup d'État quelques semaines plus tôt, réserve une surprise. Il fait envoyer les joueurs dans un camp militaire pour leur inculquer la discipline et l'honneur de défendre les couleurs. Une séquence que Ghislain Akassou analyse à l'aune de l'actualité gabonaise. Le président Guéhi Robert qui s'occupait de la transaction avec son idée militaire et il a voulu prendre des sanctions contre nous, mais le football, et il y a l'ingérence aussi de la politique dans le football que la FIFA ne tolère pas. Je pense que les différents gouvernements doivent plutôt aider au développement du sport pour le bien-être de la jeunesse au lieu de s'ingérer dans certaines décisions, parce que chaque pays a une fédération avec laquelle elle peut prendre quand même des décisions, ou un ministère qui travaille en harmonie avec la fédération pour prendre des décisions adéquates. Les lois de la FIFA sont pourtant claires concernant les associations de football de chaque pays qui doivent diriger leurs affaires en toute indépendance afin d'éviter toute forme d'interférence politique. Alors jusqu'où les autorités politiques peuvent-elles s'immiscer dans le football africain? Le foot est-il devenu une affaire d'État? On en parle avec notre invité, Hervé Kouamo, journaliste et spécialiste du foot continental. Hervé Kouamo, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Hervé Kouamo, le Gabon a connu donc l'une de ses pires performances à une CAN. Est-ce qu'on peut réellement parler de fiasco ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Disons qu'en fait, sur le plan sportif, c'est difficile de parler réellement de fiasco parce que sur les 3 matchs, la seule défaite, entre guillemets, illogique, ce serait plutôt contre le Mozambique parce que finalement, Cameroun et Côte d'Ivoire étaient supérieurs sur le papier.
mais le fait de rentrer avec 0 point, je pense que c'est ça qui renforce le sentiment d'échec, surtout que le Gabon a fait une bonne campagne éliminatoire de la Coupe du Monde. Alors, les autorités gabonaises ont pris des décisions fortes, suspension du staff, ou encore la mise à l'écart de certains joueurs, iconiques de cette équipe nationale du Gabon. Comment peut-on justifier cette décision et surtout, est-elle conforme aux règles en vigueur de la FIFA? Dans l'absolu, ce n'est pas conforme aux règles de la FIFA, puisque c'est à la fédération déjà de décider qui vient, qui ne vient pas. Il faut dire qu'en Afrique, le foot, parce que tout à l'heure dans les titres, on disait « est-ce que c'est devenu ?» Le foot a toujours été politique en Afrique, puisque dans l'ensemble, la plupart des pays africains se sont affiliés à la fois à l'ONU et dans les organisations de sport, c'est-à-dire que ce soit la CIO, la FIFA, les organisations internationales. Donc le sport a toujours été le moyen de faire d'expression des pays africains, donc le moyen de cohésion, le moyen d'expression, d'exister sur la scène internationale. Et donc ça fait que depuis les années 90, la FIFA et le CIO demandent que ce soit des associations qui soient indépendantes du politique, mais on voit bien, comme il y a un problème de financement en sport qui reste très présent en Afrique, que les États ne veulent pas lâcher l'affaire. On a parlé des échecs de certains joueurs, Aubameyang et Manga. Est-ce que ce sont des boucs émissaires? Je pense que c'est des figures faciles à faire tomber parce que c'est des joueurs qui ont une carrière longue, qui sont là depuis longtemps. Et Kwele Manga était surnommé d'ailleurs Paul Biya pour montrer sa longévité. Pierre-Emerick Aubameyang et un joueur qui brille à Marseille. Donc, c'est des figures qui permettent aussi au pouvoir en place de se légitimer. Alors, en Afrique, certains leaders politiques utilisent le football pour se montrer fort, voire décisif. Est-ce à dire que les États traitent le football comme une extension du gouvernement, voire une arme politique pour affirmer leur autorité ? C'est clair que le football, c'est vraiment une arme politique. C'est une identification de l'équipe, du pays et d'une identification du chef. Parce que bien souvent, si on fait attention, dans les pays d'Afrique, même le nom des équipes nationales sont liés au chef. Je veux dire que quand le président Mobutu arrive, ça devient les léopards. Après Mobutu, ça devient les Simba pour des lions. Avant de redonner les léopards, vous voyez bien qu'il y a une volonté d'appropriation par les chefs d'État de cette dimension. Parce que finalement, quand le pays gagne, c'est eux qui gagnent. Et souvent, on joue dans les stades qui portent leur nom. Donc, en fait, en réalité, on est vraiment dans une appropriation des résultats de l'équipe nationale. Et on l'a vu, on se rappelle de ces images lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire avec cette communion entre le président Alassane Ouattara et les joueurs sur la pelouse à la fin du match. Au Congo, la FECAFOOT a été suspendue par la FIFA pour ingérence du ministre congolais des Sports. Est-ce que le Gabon fait face au même risque ? Tout dépendra de ce qui va se passer derrière. Parce qu'en réalité, la FIFA, on voit bien que sur l'Afrique, la FIFA joue un jeu un petit peu... c'est touchy parce que on a besoin de l'argent, des financements des États parce que, contrairement à l'Europe où ce sont les pratiquants qui financent le sport, en Afrique, ça reste encore les États. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la FIFA essaye de ne pas trop bousculer les États, mais tout dépendra de la réaction de la fédération parce que le président de la fédération gabonaise est un proche du président de la FIFA, donc on verra bien comment ça va se passer. Alors je rebondis sur ce que vous dites, Hervé, certains pourraient argumenter en disant que puisque l'État paie, ils ont d'une certaine manière un droit de regard. Comment répondez-vous à cet argument ? En fait, c'est toute la difficulté du football international. C'est qu'il y a quelques années, chaque pays organisait son football et finalement arrivait dans les représentations internationales. Aujourd'hui, on a une organisation qui part de la Suisse et surtout en Afrique finalement, parce que les fédérations africaines dépendent beaucoup des subventions de la FIFA. Donc ça fait qu'elles dépendent des subventions de la FIFA. Les fédérations n'organisent pas de championnats qui permettent d'avoir une véritable économie locale. Donc on est dans une situation où effectivement l'État finance une partie. Je dirais que c'est du transfert d'argent public vers des poches privées, mais ça reste une situation où on demande à l'État de payer, mais de fermer sa bouche quand il s'agit des affaires de sport. Hervé Kouamouo, merci infiniment pour ces détails, cet éclairage au sujet des liaisons parfois dangereuses entre la politique et le football sur le continent africain. Merci à vous.